nous nous rencontrons au moment où des développements importants ont eu lieu, comme ces efforts de dialogue qui se sont déroulés à Rome, suivis par les rencontres de Bruxelles entre les partenaires à la médiation et à la paix centrafricaine. Et puis, malheureusement, tout cela se passe alors que nous venons tous d'être les témoins de violences inouïes à Bria, à Bangassou, pour ne citer que ces deux localités du pays. Mais comment oublier Alindao, Yalinga et toutes ces zones où, malheureusement, la violence continue d'être à l'ordre du jour. Donc, je viens vous rencontrer ce matin, alors que le 12 juin, j'avais briefé le Conseil de sécurité, en donnant évidemment un état des lieux de la situation du pays qui était le plus objectif possible, qui collait à la réalité du pays dans lequel nous tous nous vivons. Les événements des dernières semaines ont suscité l'intérêt du Conseil de sécurité de nous entendre encore. Et hier après-midi, j'ai passé 2 heures avec les membres du Conseil de sécurité par vidéoconférence pour les informer de la situation telle que nous la vivons aujourd'hui. Alors, il y a de l'émoi que je comprends. Il y a surtout, je crois, ce qui me paraît extrêmement déplorable, c'est la condition dans laquelle des Centrafricains, pas des étrangers, des Centrafricains, femmes, enfants, aujourd'hui vivent dans une vulnérabilité accrue, comme c'est le cas à Bria, où 85% de la population se retrouve dans des camps de déplacés, simplement parce que la violence inouïe à laquelle ils sont soumis par des groupes armés les y a conduits. Mais il y a aussi les populations de Bangassou. Évidemment, d'abord à Bria, la MINUSCA fait tout ce qui est en ses capacités. Aujourd'hui, nous sécurisons les camps de déplacés. Il s'y trouve malheureusement des hommes en armes et nous avons envoyé des unités de police pour essayer d'identifier ces personnes qui risquent de soumettre les populations les plus vulnérables à de plus grands risques si jamais le conflit était porté dans ces camps. Mais nous faisons tout également pour désormais reprendre la main dans Bria pour que les groupes armés comprennent simplement qu'il faudrait que la sécurité revienne à Bria, que les populations puissent repartir dans leur maison et qu'elles vivent dans la paix qu'elles souhaitent. Mais c'est vite dit, le fait est que nous faisons face à une violence dans ces combats-là. Vous avez appris les chiffres, certains parlaient d'une centaine de morts, il n'en est pas. Ce que nous savons, c'est qu'il y a au moins une 60aine de morts, dont à peu près 45 ou 46 estimés de groupes d'autodéfense, ou anti-Balaka, et puis une douzaine à peu près dans le camp des éléments des ex-Seleka. Donc nous parlons là de violences extrêmement graves. Et je me félicite simplement du fait que par la sécurité qui est donnée aux populations, le nombre de victimes parmi les civils reste plutôt insignifiant. Et donc nous faisons tout ce que nous pouvons aujourd'hui à Bria pour qu'il y ait le plus rapidement possible un retour à la paix. Et nous espérons que les efforts aussi menés ailleurs, notamment le cessez-le-feu auquel certains acteurs politiques, la majorité des groupes armés entourés des éminentes personnalités centrafricaines à Rome, se sont accordés à signer autour évidemment du gouvernement. Mais il y a Bangassou, vous connaissez les événements horribles de Bangassou. Je ne sais pas qui peut justifier les événements de Bangassou. Alors nous lisons tous la presse locale et on parle des jeunes qui ont pris sur, qui ont pris sur eux-mêmes de sauver la République, et de sauver la République en massacrant des enfants, des femmes, en s'attaquant aux forces du maintien de la paix. Nous ne parlons pas de crimes qui peuvent laisser la conscience de tout être humain dormir en paix.
Nous parlons de crimes odieux. Hier encore, le dernier, sur un handicapé de la Croix-Rouge centrafricaine, à qui on semble-t-il, qui a été mutilé avant d'être abattu. Donc nous parlons de crimes que tout être humain, que vous et moi, que tous ceux qui ont encore une conscience ne peuvent accepter, parce que nous savons que ces crimes vont nourrir simplement plus de violence et de volonté de revanche. Qui peut aujourd'hui dire que la paix en Centrafrique viendra par la guerre? Qui peut le dire? Alors on entend ces voix se lever pour condamner la MINUSCA. Certains acteurs politiques, et non des moindres, ont été jusqu'à dire que la MINUSCA entretenait la violence en République centrafricaine. Mais c'est une hérésie. C'est extrêmement grave de dire des choses comme ça. La vérité, c'est que la MINUSCA, certains veulent faire d'elle une force qui fait la guerre, une force offensive. Nous ne serons jamais une force offensive. Nous ne sommes pas ici pour faire la guerre. Nous sommes ici pour créer les conditions qui permettront aux Centrafricains de se parler entre eux. Mais toutes les fois que ce sera nécessaire, évidemment, nous allons recourir à la force, comme nous l'avons fait à Bambari, comme nous avons poussé les limites justement de l'horreur pour que cette ville ne soit pas sous l'emprise de groupes armés qui auraient massacré les populations civiles. Et aujourd'hui, nous tenons cette ville. Nous aurions souhaité évidemment porter cet effort ailleurs, dans les mêmes conditions. Mais je vous invite à lire, à sortir un peu de Bangui et à lire ce qui se dit par ceux qui s'intéressent véritablement au maintien de la paix. Il y a ce rapport que je trouve extrêmement important, ce n'est pas la MINUSCA qui l'écrit, Center for Civilians in Conflict, qui établit très simplement, je demanderai à Vladimir de le mettre à vos dispositions, il est en anglais, mais je sais que beaucoup d'entre vous sont évidemment bilingues et peuvent lire ce qui est dans ce document, qui montre que là au point où nous en sommes, nous sommes évidemment aux limites de nos capacités et que nous faisons notre travail avec l'abnégation, le courage, nous perdons des hommes, mais notre volonté de continuer à soutenir la Centrafrique reste entière. Évidemment, la question qu'il faut souvent se poser, je crois, c'est de se dire où en serions-nous si la MINUSCA n'était pas présente? Nous ne faisons pas que la guerre. Beaucoup des acteurs politiques qui sont à la manœuvre pour condamner, pour stigmatiser la MINUSCA, la vie à Bangui ne serait même plus possible si la MS-1, qui est donc la route principale, qui alimente le pays enclavé que nous connaissons, du Cameroun, ne serait pas sécurisée par la MINUSCA, et nous le faisons depuis des années. Et à travers cela, nous voyons un commerce qui reprend dans le pays, des activités économiques qui reprennent, pour que, par les réformes que le gouvernement est en train de mettre en place, l'investissement privé revienne, pour que l'emploi soit créé, pour que des Centrafricains, des jeunes Centrafricains retrouvent justement un emploi décent et qu'ils puissent envisager le futur avec sérénité. Mais tout cela, c'est le fait de la MINUSCA. Nos soldats, ceux qui ont été sauvagement abattus à Bangassou et qui ont été surpris par l'agressivité et la violence de ces auteurs, ils n'étaient pas à Bangassou pour faire la guerre à qui que ce soit. Ils construisaient des ponts, ils refaisaient des routes, ils facilitaient la vie des populations. Eh bien non, pour les remercier, ils ont été attaqués, ils ont été éliminés et de la manière la plus sauvage possible. Ben, qu'à cela ne tienne, ce qui est important, je crois, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, votre pays, que vous le veuillez ou pas, il y a des Centrafricains qui croient à la paix. Vous avez tous suivi ce qui s'est passé dans l'Ouampéné récemment, où des groupes d'autodéfense et des éléments ex-Seleka se sont accordés grâce à l'appui de Centrafricains. Ce n'est pas nous qui l'avons fait, nous les avons accompagnés. Grâce justement à l'intervention de Centrafricains, nous avons vu ces Centrafricains s'accorder à signer un pacte pour mettre fin aux hostilités qui les opposaient. Je sais que Mme Epaille, par exemple, était parmi ces acteurs nationaux qui ont facilité un tel accord. Qu'est-ce que cela démontre? Cela démontre que la voie de la paix est possible. Vous en avez été les témoins l'année dernière lorsqu'il y a eu cet accord de non-agression entre les anti-Balaka, les ex-Seleka, les groupes de défense du kilomètre 5. Alors, nous sommes ici pour simplement dire que l'espoir renaît petit à petit dans votre pays.
Bien sûr que beaucoup auraient souhaité qu'après les élections, la paix revienne. Mais qui croyait simplement que la paix reviendrait comme par un coup de bâton magique alors que le désarmement n'avait pas été fait? Nous savons, nous tous, que ce qui a été fait en Centrafrique a suivi un parcours qui est plutôt à l'inverse à ce qui se fait d'habitude. Qu'est-ce qui se fait d'habitude? Lorsqu'on suit les processus de paix, il y a d'abord un accord politique. Et à partir d'un accord politique qui met fin aux hostilités, qui est vérifié, on s'accorde sur une feuille de route qui permet justement l'organisation d'élections et qui permet au DDR de se mettre en place pour que progressivement des commissions vérité-réconciliation se mettent également en place et que le processus de réconciliation nationale s'enclenche. Or, en Centrafrique, qu'est-ce que nous avons dû faire? Et ce n'est pas nous qui l'avons fait. C'est la sous-région qui est la première venue au secours de la Centrafrique. Lorsque les violences éclataient et que nous étions au bord de ce que certains ont dit à pouvoir conduire vers une élimination, un nettoyage ethnique des uns et des autres, c'est la sous-région de l'Afrique centrale qui est venue au chevet de la Centrafrique et qui a estimé qu'il était temps de mettre fin à la violence. Et puis l'Union africaine, à travers la MISCA. Et comme les tâches auxquelles ces différentes forces étaient soumises continuaient d'être extrêmement complexes, la communauté internationale a estimé qu'il fallait, et rapidement, venir mettre fin au flot de sang en établissant la MINUSCA. Alors, la feuille de route a été inversée. Il a fallu, après l'appui à la transition, qui a quand même duré 3 ans, il a fallu s'engager à l'effort d'organiser des élections qui ont été un effort colossal et qui ont produit pour la Centrafrique, et pour la première fois, une élection dont on peut dire qu'elle était, en tout cas, crédible aux yeux de tous, parce qu'elle a été organisée jusque dans les recoins les plus petits de la Centrafrique. Nous avons transporté tout ce qu'il fallait pour aller avec les populations, pour que les populations centrafricaines puissent s'exprimer. Et nous l'avons dit à d'autres occasions, ces populations se sont exprimées massivement. Elles ont dit qu'elles voulaient la paix. Comme elle avait dit lors des consultations à la base, comme elle avait dit lors du forum de Bangui. Ces populations ont dit qu'elles voulaient la paix. Elles voulaient que désormais le changement dans leur pays se fasse par les urnes et non par les armes. Mais évidemment, la réalité, c'est que ces populations, même si leur volonté est claire, elles ne sont pas suivies par les groupes armés qui sévissent encore à travers le pays. Le gouvernement qui a été mis en place par le président Touadéra a eu à cœur de reprendre le flambeau, d'inviter les Centrafricains à la paix à travers les mécanismes de DDR qu'il a établis, comme vous le savez. Ça fonctionne, petit à petit, péniblement, oui, d'accord, mais ça fonctionne. On en est aujourd'hui à la 5e réunion de ce comité qui réunit l'ensemble des groupes armés centrafricains. Le 20 avril dernier, les deux restants, le FPRC et le groupe d'Antibalaka Mokom, se sont associés à ce dialogue et puis depuis, ils y participent. La prochaine réunion est prévue pour le 29 et le 30 juin. Donc, il y a une dynamique de la paix qui est en cours. On peut dire qu'elle est laborieuse, d'accord, mais elle est en cours. Et puis, il y a la communauté internationale, observant les progrès que le pays a effectués, s'est organisée pour que, comme ça a été le cas l'année dernière à Bruxelles, des engagements soient pris. Des structures nationales sont en place pour essayer de mettre en œuvre tout cela, pour que le pays renoue progressivement avec la normalité. En le faisant, nous savons très bien que ce ne sera pas une gageure. Ce ne sera pas un exercice facile. Mais aujourd'hui, de ne pas comprendre que nous sommes à une phase qui est extrêmement délicate pour la vie de cette nation, et que tous ceux qui veulent la paix, moi je l'ai souvent dit, les populations veulent la paix aujourd'hui, mais allez-y voir partout. Partout où on retire des forces de maintien de la paix, qu'est-ce qui se passe? Les populations sont les premières à refuser le départ des troupes. Pourquoi est-ce qu'elles le feraient si la MINUSCA ne faisait rien? Ce n'est pas de Bangui qu'on doit l'apprécier, parce qu'à Bangui, nous jouissons d'une certaine stabilité. Mais demandez aux populations qui sont dans les contrées les plus reculées si elles n'apprécient pas le travail de la MINUSCA. Les routes de transhumance qui sont aujourd'hui sécurisées
pas des postes temporaires. Qui connaît, qui a jamais été dans les roues de transhumance, qui permettent aujourd'hui de mettre les éléments du FDPC et certains éléments anti-Balaka, de les tenir à carreau pour que les roues de transhumance se passent, parce que c'est l'économie et c'est le poumon national. Qu'est-ce que nous avons fait à Bambari, où nous avons dû pousser ce qu'on appelle les limites du maintien de la paix, en utilisant la force létale? Dans quelle mission de paix des Nations Unies le fait-on? Je vous pose la question. Ce pays, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Martin Ziguélé qui l'a écrit. 57 ans d'indépendance, 47 ans d'instabilité. Nous sommes aussi ici depuis combien de temps? 3 ans seulement. Nous avons besoin de vous. Utilisez-nous. Nous avons besoin de vous pour vous aider à vous remettre. Nous ne sommes pas une force négative, comme certains essaient de le faire croire. Et nous ne sommes pas non plus cette force qui va mener les combats. Nous sommes ici pour le combat de la paix. Et nous nous rendons compte, malheureusement, que, hélas, souvent, nos forces se retrouvent dans des contextes où il n'y a pas de paix à garder. Il faut désormais qu'ils deviennent des guerriers. Et vont le faire avec abnégation. Dans notre mission qui est la mission principale, qui est de protéger les populations civiles, et nous le ferons, contrairement également à ce que certains disent, nous le ferons avec les Centrafricains. Nous ne le ferons pas sans les Centrafricains. Et de plus en plus, grâce aux mécanismes de coordination qui ont été établis, nous travaillons avec les FACA. Oui, ce n'est pas un secret. Nous travaillons avec les FACA. Il y a grâce à la formation de l'IUTM, nous avons un bataillon déjà de FACA qui est formé. Les autorités centrafricaines sont à pied d'œuvre pour réarmer les FACA. Donc, pour vous dire que l'embargo n'empêche pas le réarmement des FACA, contrairement à ce qu'on a toujours dit, hein, il faut vraiment sortir de ce qu'on peut appeler vraiment des propos démagogiques, parce qu'ils ne sont pas basés sur les faits. Ils titillent malheureusement les passions les plus basses des populations centrafricaines et leur montrent résolument, s'acharnent à leur montrer un ennemi, un bouc émissaire, au lieu de se pencher sur les questions de fond qui sont que nous sommes en train de travailler la main dans la main avec les autorités centrafricaines pour que les uns et les autres comprennent que c'est un exercice qui n'est pas facile. Et je vous dis ceci, la nouvelle stratégie du maintien de la paix n'est pas de rester dans les pays. Donc bientôt, et je l'espère, nous partirons. Ne vous en faites pas. Bientôt, je l'espère, nous partirons. Les pays ne veulent plus, ceux qui payent le maintien de la paix, ne veulent plus consentir à des ressources indéfiniment dans des pays. Donc notre propre stratégie de sortie ne peut pas se comprendre sans l'implication des FACA, sans l'implication des forces de sécurité intérieure. Au moment où je vous parle, nous sommes à pied d'œuvre pour évaluer et travailler ensemble sur un plan d'utilisation et de déploiement des FACA. Des FACA qui seront armés, comme je venais de vous le dire, grâce aux efforts des autorités centrafricaines. Donc, je vous pose la question à tous. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de frénésie dans le pays? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas s'arrêter un moment, prendre les choses avec raison et petit à petit essayer de reconstruire ce qui a été cassé? La MINUSCA n'est pas la cause de la destruction des FACA. Nous avons trouvé une armée qui était dans un état de déliquescence tel qu'il fallait le réparer. Et il est en train d'être réparé. Et nous allons travailler avec cette armée, comme nous travaillons également avec des forces de sécurité intérieure. Parce que la réalité, c'est laquelle? C'est que l'État est faible. Parce que l'État n'a pas les capacités aujourd'hui. Mais ces capacités sont en train d'être refaites. Et donc, chers amis, je voulais simplement vous inviter à cet échange que j'espère riche, et je me prêterai à vos questions sans faux fuyant, hein, pour simplement vous dire que nous sommes ici dans le même bateau. Si la Centrafrique ne va pas bien, nous en paierons tous le prix. Donc nous n'avons aucun intérêt à être des forces qui ne contribuent pas à la stabilité de la Centrafrique. Mais la MINUSCA, ce n'est pas qu'une force armée. La MINUSCA, c'est beaucoup plus complexe que ça. Nous faisons énormément de choses, et je ne suis pas ici pour faire la promotion de la MINUSCA. Je dis simplement que profitez de l'engagement de la communauté internationale. Ne diabolisez pas la communauté internationale, au contraire. Personne n'a un agenda ici. Hein, nous n'avons aucun autre agenda.
je répondrai à vos questions dans cet esprit pour essayer de faire en sorte que, grâce à vous, que vos plumes soient désormais je dirais, des colombes de la paix. Vos plumes peuvent écrire les lignes de la paix. Mais si vos plumes n'écrivent que les lignes de la, je dirais, de la négation de l'effort de paix, vous n'allez pas contribuer à la paix que vous recherchez. Voilà. C'est dans cette franchise que j'aimerais donc m'entretenir avec vous.